Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on continue, on s'arrête pas en bon chemin. Résumé, débrief de la Week 5 de College Football. Je suis accompagné par Ryan et Robin. Salut Ryan. Hola, hola tout le monde. Ça faisait longtemps que j'étais pas intervenu sur un épisode. Donc j'espère que ça se passera bien et qu'on n'a pas perdu les bons réflexes. Et évidemment Robin, qui lui est là souvent sur ces épisodes débrief, qui je pense n'a pas perdu la main. Salut Robin. Non, moi j'ai pas perdu la main. Franchement, c'est toujours un plaisir d'être là et bah, une belle semaine à revoir, hein. Franchement, c'était une super semaine de college football. Et bah, on va commencer directement avec un match qui fait pas plaisir pour Ryan. Heu, Juste une question de circonstance parce que ça a été la meilleure rencontre, de la semaine, je pense assez, unanimement ou du moins c'est reconnu par, Ah la oui, majorité des tous les suiveurs, jours. du sport. C'est, la victoire d'Ole Miss qui était alors, classée, si je dis pas de bêtises, 13e, 20e à l'IPPOL face à LSU qui étaient eux, classés, 13e. Une victoire dans les derniers instants, un match, incroyable à plein d'égards, que ça soit pour le bien ou pour le mal et c'est Mississippi qui l'emporte, grâce à un touchdown en fin de match. Ryan, quels sont d'abord, avant qu'on rentre dans l'analyse, dans le vif du sujet, quelles sont tes 1res impressions? Quels sentiments, prédominent? Alors vraiment pour le coup, le sentiment qui prédomine, si je me place comme un suiveur du college football, c'est un match incroyable, même si dans les faits, il y a mon avis de fan qui va prendre le dessus. Mais ouais, match incroyable, rencontre incroyable comme on en a, chaque année dans le college football. Heu, Maintenant le sentiment qui prédomine par contre en tant que fan, c'est, je pense, déjà déception parce qu'on pourra y revenir mais pour moi la saison est officiellement morte, à cause de ce match-là. Mais surtout, de la haine envers notre corps d'ODEF mais ça on y reviendra plus tard et je pourrais en parler plus longuement, sur le live qu'on compte faire cette semaine, Gus. Mais donc ouais, de la déception et de la haine plus que de la tristesse. Parce qu'en fait, déception vu que forcément, comme je t'ai dit, pour moi, tu es éliminé. Oui, Et parce que haine, voilà, vous aviez des aspirations de playoff. exactement, exactement. Et haine plus que de la tristesse parce que pour avoir de la tristesse, faut au moins avoir rendu une copie convaincante. Donc, tu vois, si j'étais plus un mec qui kiffe l'offense, genre comme Kevin ou quoi, je pense que ça aurait été plus de la tristesse qu'autre chose et encore. Mais là, c'est surtout quand tu vois ce qu'on a montré défensivement, non, je suis pas triste, je suis haineux. Genre vraiment, je suis même pas énervé, je suis haineux en fait. Bah, venons-en à cette défense. Hem, Vous meniez, 42-34, à la fin du 3e quart-temps et Ole Miss, dans ce 4e quart-temps fatidique, a inscrit 3 touchdowns. Alors oui, ça fait, pas 21 parce qu'il y a eu, une tentative à 2 points loupée et une autre, réussie, notamment si je me rappelle bien sur une course de, Quinshon Judkins et ça on y reviendra, qui a fait un très, très gros match. Au global, la défense de, LSU a, subi a enfin, Ole Miss a parcouru en tout 706 yards, 389 à la passe et surtout 317 à la course. Comment tu expliques, cette performance défensive? C'est, quoi? De l'exécution, du schéma, une mauvaise utilisation des joueurs? Enfin, je suppose que tu vas me dire que c'est un petit peu de tout ça, mais quelle est, selon toi, la principale raison, de cette performance défensive? Tu as un petit peu spoilé le truc, c'est déjà un petit peu de tout ça, effectivement, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas remettre que la faute sur, sur comment dire? Sur un aspect du jeu. Donc il y a un petit peu de tout ça, hein. Il y a parfois où on se trouve, parce que les assignations n'ont pas été effectuées. Il y en a d'autres parce que tout simplement t'as pas le talent sur le terrain ou t'as pas l'expérience. Mais moi j'en veux énormément à Matt House pour en fait aussi l'utilisation qu'il a de son personnel, les choix, tout simplement aussi de personnel sur le terrain et tout simplement certains schémas de jeu qui sont pas forcément les bons ou en tout cas
qui sont pas les bons pour le niveau auquel ça joue. Tu vois, c'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir jouer des défenses NFL, mais ça demande aussi des joueurs que t'as pas forcément à tous les postes dans le college football. Et comme je te dis, on en reparlera peut-être, sûrement même dans le live où j'aurai un petit peu plus de temps pour m'attarder là-dessus. Mais carrément, je voulais même faire une TT palette dessus et j'ai abandonné l'idée parce qu'il y a rien de sympathique qui va en découler tellement je suis énervé en fait envers cette défense et envers le cordeau défensif Matt House. Et pour le coup, j'ai même regardé ça donc à tête reposée après 2 jours de repos mental, on va dire. J'ai regardé, j'ai fait un petit film study de cette défense et j'ai toujours les mêmes conclusions qui sont que au bout d'un moment, on s'est tué nos chances tout seul. C'est honteux. C'est Et vraiment honteux. Et c'est d'autant plus frustrant que l'attaque a été, excellente, notamment dans le sillage de Jayden Daniels qui termine à 27 sur 36, 414 yards pardon et 4 touchdowns, plus, 1 touchdown à la course pour 99 yards. Logan Diggs a aussi inscrit 2 touchdowns et a couru pour plus de 101 yards. Il y a eu un gros match, si je me trompe pas avec son prénom, de Brian Thomas Jr. et de Malik Nabers. Enfin, l'attaque a hyper bien marché et c'est Ouais. aussi de là où résulte la frustration. C'est qu'avec une telle attaque, forcément ton plafond, tes aspirations en fin d'année sont plus hautes. On sait à quel point l'attaque est important au college football et quand tu vois cette défense, voilà, c'est pas l'année n'est pas finie mais ne pas être au niveau de cette attaque, c'est frustrant. Au-delà C'est du team play, désolé Ryan, avant Non, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, que t'inquiète, vas-y. Gus, finisse de parler. Là, tu vois, Gus, il parle beaucoup de team play. J'ai vu passer sur Twitter, un tweet, je sais pas si tu l'as vu aussi, c'est de dire que, en fait, au vu de comment performe l'attaque et Jayden Daniels, est-ce que la défense de LSU, elle coûte pas les chances de Heisman de Jayden Daniels? Qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue collectif de la question de Gus? Et moi, je rajouterais juste ma partie sur l'individuel avec le Heisman. Bah, écoute, juste pour répondre à Gus déjà pour commencer, c'est peut-être une bold take ce que je vais faire, mais c'est peut-être une des meilleures défenses, c'est peut-être une des meilleures offenses de l'histoire d'LSU après celle de 2019, statistiquement parlant. On a vu que suite à Florida State, ça s'est vraiment remis au boulot et Mike Denbrock fait les bons appels de jeu au moment où il faut les faire. Et cette attaque, elle est juste flamboyante. Tu as des playmakers partout. Il y a l'arrivée de Logan Diggs aussi, que Gus connaît bien parce que forcément, c'est un transfert de Notre-Dame qui a fait step up notre room de running back à un niveau qui est vraiment impressionnant. Il court, je crois, il a quasiment 7 yards par course. Il est vraiment, tu le vois dans sa façon de jouer, qu'il est un cran au-dessus en termes de talent. Donc ouais, c'est peut-être une bold take, mais je vous le dis, c'est une des meilleures offenses de l'histoire d'LSU qu'on voit. On a un Jayden Daniels qui est capable certes du meilleur comme du pire, mais quand il est dans un jour comme celui-là et qu'il est vraiment sur le meilleur, il peut être extraordinaire, vraiment exceptionnel. Donc ouais, bien sûr que ça rend le truc encore plus frustrant, quoi. Je, je vous dis, j'ai rien à dire à cette offense, même, et pourtant, j'aurais eu des choses à dire techniquement sur eux, parce qu'effectivement, dans ce quatrième quart-temps, elle lève un petit peu le pied, mais en fait, quand une offense te rend une prestation aussi clean, moi, je suis désolé, j'ai rien à leur dire. C'est-à-dire que même les petites choses qui ont été pas ouf sur cette fin de match, j'ai même pas envie de les mettre en porte-à-faux là-dessus, tu vois. Et pour te répondre à toi, Rob, bah bien sûr que si, on en parle, on a le débat tous les ans sur le Iceman, mais le Iceman, faut aussi qu'il rende un bilan en termes statistiques de win et de défaite qui soit correct et surtout qu'il aille briller dans les gros matchs. Et bah là, malheureusement, en fait, Jayden Daniels coche toutes les cases, sauf le bilan comptable à la fin de l'année. Et ouais, j'ai vraiment peur que le bilan final fasse que bah, Jayden Daniels ne chope pas, ou en tout cas ne soit même pas dans la course, tu vois, au Iceman. Parce que en face de lui, tu as des mecs qui sont tout autant des mastodontes statistiques et en termes de big play et donc de Iceman moment, tu vois, mais qui à côté de ça vont finir soit invaincus, soit avec une seule défaite et qui vont potentiellement aller
aller jouer des gros bowls et peut-être Ouais, même les playoffs, tu vois. ouais, et c'est ça le gros souci que j'ai, tu vois, c'est dans les Iceman Moments, t'en as plein, Jaden Daniels. Il en fait plein à la 15e minute de jeu. Il en fait pas sur des game winners parce qu'en fait, votre attaque, enfin, votre défense, elle est trop loin, tu vois. Et, euh, et je pense que, enfin, c'est d'un point de vue collectif, c'est terrible, hein, mais d'un Ah, point mais de vue aussi individuel. tu vois, juste pour continuer sur ce truc Iceman où tu dis ouais, il en fait pas dans des grands moments, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Tu vois que l'année dernière contre Alabama où il fait sa course, c'est des trucs qui sont décisifs. Ah oui, non, attends, c'est décisif, mais c'est pas décisif dans les 5-6 dernières minutes, tu vois. Bah si, justement, l'année dernière, c'est dans les 5-6 dernières minutes, mais là, le problème, c'est que pour l'instant, quand tu vois le niveau où, comme tu le dis, joue la défense, Mhm. bah même quand en fin de match, Jayden arrive à être décisif, finalement, en fait, tu lui enlèves tout ça. Là aujourd'hui, contre Ole Miss, c'était Ouais, pas tu t'en rappelles décisif plus. en. C'est ça, c'était pas décisif en fin de match. Mais tu regardes, Gus le dit, on passe la majeure partie de la seconde mi-temps en étant devant. LSU commence le match à 21-0 pour Ole Miss, je crois. Tu vois. Et en fait, Jayden Daniels lâche pas les bras, il reste hyper calme. Il a été d'un froid impérial. Et drive après drive, il revient au score tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il te garde dans le match avec des gros plays, des passes magnifiques là pour le coup. Lui qu'on juge souvent sur ses capacités de quarterback. Là, il te découpe cette défense d'Olmis à la passe. Il te la découpe aussi à la course. À un moment, il fait un QB draw où il va te chercher, comme je crois que je l'avais tweeté, 50 yards à la course. Tout ça, c'est des Iceman Moments, même si c'est pas dans le Money Time, tu vois. Mais le problème, c'est Mais que et cette est-ce que défense, les elle annihile tout, quoi. est-ce que les performances individuelles sont vraiment ce qui, intéresse cette année, les fans de LSU? Évidemment, le Iceman est très important, mais pour moi, le Iceman est subsidiaire à la qualité de ta saison et si j'ai aucun doute sur le fait que LSU puisse aller chercher les 10 victoires, cette année malgré ces 2 défaites, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Hem, En début d'année, les aspirations de LSU, c'est, la qualification pour les playoffs. Est-ce que là, aujourd'hui, là, lundi 2 octobre à 19h34, les fans de LSU, sont plus tristes, pour la situation de Jen Daniels que pour celle de l'équipe? Je suis convaincu de ma réponse, moi, c'est non. Moi, je pense pas, mais ça reste un tout. C'est-à-dire que l'année dernière, tu vois, on en avait parlé un petit peu. Gus, pour moi, Jayden aurait déjà dû être un petit peu dans cette course au Iceman. Il l'a pas été. Sur la fin de saison, on se regarde tous un petit peu en tant que fan de LSU en se disant, ah, quand même, putain, ça fait chier vu la saison qui sort. À savoir aussi que LSU, la seule fois où ils ont eu un Iceman dans leur histoire, c'était Joe Burrow, tu vois. Et là, ça va être une deuxième fois le cas où, en fait, encore une fois, bah, maintenant qu'on sait que les playoffs c'est mort, forcément, on pense aussi à Jayden Daniels et sa situation un petit peu personnelle. On sait à quel point c'est important et même pour la fac en termes de rayonnement sur le recrutement d'un QB ou quoi, de te dire que bah sur les années 2019 à 2023, tu as eu deux mecs C'est ça, c'est euh, incontestable, ouais. à Mmh. la course au Iceman. Ça Ouais. compte en fait dans ton Ah recrutement non, aussi, tu mais vois. c'est pas que ça compte, c'est que c'est même primordial, tu vois? Enfin, Et qu'est-ce que regardent, les recrues? Si on peut partir un peu sur le recrutement, c'est la capacité de la fac à t'envoyer en NFL et l'exposition qu'elle te donne en college football et ce deuxième critère, est un corollaire du premier, tu vois? Donc ouais, ouais, c'est ça, pour le coup, c'est hyper important. Ouais. et c'est là où, tu vois, je te dis, je pense que maintenant que entre guillemets l'objectif principal est mort, forcément, tu te rediriges un peu ton attention sur l'objectif secondaire et tu regardes le constat qui est là, c'est que Jayden coche quasiment toutes les cases pour être dans la course au minima, tu vois, à minima à la course au Iceman, mais qu'avec cette défense-là, tu vas encore te manger des défaites et tu vas encore passer pour un con, en fait, et finalement, ça va ternir aussi cette candidature-là. Et donc, forcément, t'y penses, et ça Mmh. laisse un goût encore plus amer, tu vois, en bouche. On va passer à Ole Miss. Alors, avant de débriefer leur performance, je vous propose d'écouter j'avais demandé un petit vocal à Valentin, mais je pense que l'enthousiasme l'a fait parler plus longtemps. Valentin est, en ce moment même dans le Mississippi, à Oxford. Il est allé voir ce LSU Ole Miss. D'ailleurs, je crois que c'était le match,
C'était la première fois que le Voingt-Hemingway Stadium des Rebels avait autant de spectateurs, avait une telle audience, une telle affluence. Et voilà, je vous propose d'écouter ses impressions de cette journée historique pour le programme. Pour parler un peu de l'ambiance qu'il y avait dans la ville, parce qu'on va parler même de la ville, parce que je vais pas abuser, je vais pas dire du comté, mais on va dire juste de la ville. C'est franchement quelque chose que si on ne le vit pas, on peut pas comprendre, malheureusement. Moi, j'avais déjà eu la chance d'aller au Sugar Bowl, etc., mais ça n'a rien à voir quand vous voyez vraiment un match de l'équipe à domicile. Déjà, moi, un truc qui m'avait choqué, c'est en arrivant, enfin en partant de l'aéroport, quand je suis arrivé, il y avait un contrôle de police. Et il y avait vous savez, les panneaux là, les panneaux lumineux qu'ils mettent oui, ils disaient alerte en gros, enfin ralentissez parce qu'il y a un contrôle. Et t'avais marqué le hoti toddy. Et genre, je fais, mais il se passe quoi dans leur tête et tout. Et genre, t'étais quoi, à 40 km au moins de la ville. Et tu commençais déjà à avoir des trucs de Ole Miss, etc. Mais des trucs qui sont permanents, hein. C'est pas des trucs qui sont juste là pour le match contre LSU. Des trucs qui sont permanents, qui sont tout le temps là. Et vraiment, quand tu arrives dans la ville, tu sens que tu arrives même pas limite à Oxford, c'est que tu arrives à Ole Miss. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Le jour de match, bah, tout est aux couleurs, etc. Mais comme je dis ça, de toute façon, ça reste, donc c'est tout le temps comme ça. Tous les gens sont habillés avec les trucs Ole Miss, les femmes ont des grands déguisements, les jeunes femmes, elles sont toutes habillées à peu près de la même façon, on va dire un peu Southern style. Très pimpé, très aux couleurs, etc. Vous avez des gens de LSU qui viennent, où il n'y a pas de problème, parce que c'est pas, je sais pas, on va dire que le Ole Miss LSU, c'est un peu comme un Marseille contre Lyon. C'est pas un Marseille PSG, parce que nous, ça serait plus Mississippi State, mais un Marseille-Lyon. Mais pourtant, voilà, les gens, ils viennent, ils vivent. On va dire qu'il y a une bonne entente quand même entre Ole Miss et LSU. On n'est pas, c'est pas ennemi. Donc il y a beaucoup de festivités dans la ville, il y a beaucoup de monde. Et après, bah, quand vous allez donc à The Grove, qui est vraiment de ce qu'ils disent, et moi ce que je pense aussi, c'est que c'est la meilleure ambiance de tailgate de tout le pays. Donc vous avez toutes les trash cans, donc les poubelles. C'est assez marrant à voir. Et après, il y a tous les tailgates, donc vous avez à The Circle. En fait, c'est autour de, bah, c'est un cercle, quoi. Et tout autour, vous avez les tailgates et il y a au niveau de The Grove, au niveau du Walk of Champions, vous avez pareil tous les tailgates autour. Et c'est genre vraiment incroyable, il y a tout le monde qui va, hein. Il y a les gens de LSU, ils peuvent venir, vous avez du poulet, vous avez à manger, à boire, des ventilos, des grosses télés. Et LSU, vous avez un truc de pole dance et tout avec des meufs dessus. Genre, c'était genre, on peut pas comprendre. Genre, on est là, moi je me pose et tout. Je fais, non, mais c'est une dinguerie, c'est pas possible. Genre, et ça choque que moi parce que c'est pas de notre culture, donc on connaît pas ça. Donc, vraiment, une ambiance. Si vous avez la possibilité d'aller voir un match à Ole Miss, franchement, faites-le parce que c'est vraiment une dinguerie. Et pendant le match, en fait, tout ce que les gens me disaient, c'est qu'il y avait une vibe différente déjà depuis le matin, en fait. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose de différent. Et des gens qui viennent tous les ans voir des matchs, hein, qui voient des Ole Miss et les Sioux tous les ans. Donc ils disaient, ouais, vraiment, c'est un truc. Ils me disaient, on ressent pas la même chose, effectivement, puisque ça s'est fini en envahissement de terrain. Enfin, l'ambiance était vraiment incroyable. Il y a eu un record d'attendance. Je sais plus combien c'était, mais c'était plus de 66 000, parce que Ole Miss, on va pas dire que c'est la plus grosse fanbase, mais ça reste une fanbase du sud quand même. Donc quand il y a des gros matchs, genre elle répond présent. Et c'était vraiment un bruit assourdissant, genre vraiment un truc de fou, les gars. Quand je suis allé voir le New Orleans contre les Panthers, j'ai pas eu mal aux oreilles, hein. Là, je suis ressorti, j'avais les oreilles dans un état, un sifflement dans la tête, c'était affreux. Ça fait un bruit dans le stade, genre on se rend même pas compte. D'ailleurs, Jaden Daniels, il a 2-3 fois, il a dû prendre un temps mort parce qu'il pouvait pas lancer son jeu. Donc vraiment incroyable. Et puis il y a tout ce que vous voyez pas à la télé parce il y a les coupures pub. Mais pendant les coupures pub, il y a une ambiance de fou, genre vraiment des trucs incroyables. Il y a
des tirs de canon, tous les feux d'artifice, machin, les musiques, l'ambiance, enfin, une dinguerie. Et puis à la fin, comme vous avez vu, ça s'est fini un peu en, ça s'est fini, non pas un peu, ça s'est fini en envahissement de terrain. Moi après, je suis parti assez vite parce que je suis parti à la conférence de presse, donc je suis pas allé sur le terrain ou quoi. Moi, je suis allé sur le terrain avant le début du match. Donc non, c'était incroyable. Et après, en vrai, euh, tout le monde partait assez vite du stade pour aller au Square. Donc c'est pas très loin. On va dire c'est le centre de la ville. C'est là où les gens ils vont pour boire, etc. Mais moi, je suis pas allé là. Je suis allé dans une maison pour faire une fête quoi derrière. Donc j'étais pas là-bas. Donc je sais pas comment c'est. Je pense que j'ai plutôt y aller sur le match contre Arkansas. Mais voilà, du coup, vraiment ambiance incroyable. Euh, ce que vous voyez dans les films, c'est pas exagéré. Ça se passe comme ça. Les gens sont vraiment cool. Genre, il peut trop rien vous arriver en vrai, mis à part bon, si vous êtes des jeunes, vous êtes un peu bourrés, vous cherchez la bagarre, vous allez la trouver. Mais en vrai, non, c'était lourd de ouf. Je peux même pas vous dire tout ce qui s'est passé, parce que vraiment, au niveau ambiance, etc., c'est ça. En fait, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et monsieur Augustus m'a demandé un vocal assez court. Donc, si vous avez des questions après plus particulières, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai. Et peut-être j'essaierai de filmer un peu plus contre le match sur Arkansas. Parce que les images parlent d'elles-mêmes en vrai. Après, ça sera pas la même ambiance, mais bon, après ce match-là, je pense que il y aura quand même du monde, il y aura quand même une belle ambiance. Ça reste un voisin. En plus, KJ Jefferson, leur quarterback, il est d'ici. Il est du comté. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous aurez une meilleure vue de un peu ce qui s'est passé sur le campus et pendant le stade. Mais c'était vraiment, vraiment incroyable. Et genre, quand on vous dit que la NFL, ça n'a rien à voir avec le college football, c'est que les gens, ils vivent et meurent pour le college football. Ici, c'est ça, vraiment la NFL, ce n'est rien. Ce n'est rien ici, c'est que dalle. Donc, même pour vous dire, pour finir là-dessus, je suis allé voir un match de volleyball féminin. C'était contre Tennessee, donc le voisin, un peu un ennemi. Il y avait, pour moi, hein, il y a une meilleure ambiance que dans les stades de NFL au César Stadium à la Nouvelle-Orléans. Donc voilà. Merci Valentin. Ryan et Rob, je vous, propose, comme je l'ai dit avant le vocal de Valentin, de passer sur la performance d'Ole Moi, la première chose qui m'a marqué avec cette rencontre, c'est que ça y est, les Rebels ont retrouvé leur jeu à la course de l'an dernier, à commencer par, Quinshon Judkins qui en 33 portées a couru pour 177 yards et un touchdown et aussi son backup Ulysse Bentley the 4th qui était à SMU, rappelez-vous, qui, en 9 portées a couru pour 90 yards et un touchdown. Hem, voilà, Ole Miss a construit aussi sa victoire sur un jeu à la course efficace et c'est pas le cas, pas trop le cas cette année, quoi, et je pense notamment face à la Tulane. Bah, le problème, c'est qu'en fait, j'ai envie de te dire que là, en l'état, la défense de Tulane est tout simplement meilleure que celle d'LSU. Aussi fou que ça puisse, paraître, C'est ce c'est que j'allais dire. franchement, en fait, c'est ça où même Val ou d'autres, suiveurs du college football ou même d'Ole Miss, en fait, tu de ce match-là, t'en apprends rien, en fait. C'est con à dire, mais t'en apprends rien si ce n'est que, tu une offense qui, a le mental pour rester dans les matchs, qui peuvent monter, très haut dans les scores, mais en fait, t'apprends rien, quoi. Et Judkins, on sait que c'est un putain de joueur, Ulysses Bentley, on sait que c'est un putain de joueur, mais en fait, en face, on a tellement rien montré que tu sais pas réellement si le jeu au sol de Ole Miss est revenu ou si c'est juste LSU qui a été putride, en fait. Non, mais Ouais. j'entends, mais tu peux pas imputer la performance exclusivement, et comme tu le dis et je suis d'accord avec toi, au mauvais niveau de la défense de LSU. Ole Bah, Miss a aussi gagné le match parce que les Rebels ont fait une belle rencontre. bien sûr, mais franchement, sur le jeu au sol, j'en sais rien, tu vois, Gus. Quand tu vois le nombre de plaquages ratés et de plaquages pour perte ratés, parce que plusieurs fois les running backs de d'Ole Miss et même Jackson Dart se font toucher dans le backfield, et t'as un, voire deux, voire parfois trois plaquages ratés avant même qu'ils dépassent la ligne de scrimmage, ça sera pas le cas toutes les semaines.
Et ça prouve aussi qu'il y a un souci sur la O-line. Et d'ailleurs, même Val était d'accord avec moi. On en a parlé un petit peu du match. Il me dit sa O-line, elle est flippante contre une D-line qui est clairement pas au niveau du côté des LSU, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que Tulane a su faire un bon match parce que justement, Tulane a tout simplement une bonne défense ou une défense un peu plus correcte que LSU, tu vois. Donc honnêtement, je te dis, là, Ouais. c'est pas une vision de Homer de dire que c'est LSU qui a perdu. Juste pour moi, en fait, ça t'apporte même pas forcément les Mmh. réponses que tu recherchais. Par contre, un truc que moi j'ai bien aimé, c'est que du côté de Lane Kiffin, euh, contrairement aux autres semaines, il a très rapidement remis Quinshon Judkins sur le terrain. Il lui a redonné beaucoup de jeux. Je crois que sur le premier drive d'Ole Miss, Judkins touche la balle, je crois, 4 fois sur les 7 ou 8 jeux d'Ole Miss. Donc ça prouve qu'on veut le remettre au centre, tu vois, du game plan. Et je pense que c'est pas forcément une idée trop con quand on sait le talent qu'a Mmh. Judkins. Et Robin, tu voulais rebondir sur, ce sujet? Ouais, effectivement, désolé pour le petit aparté. En gros, je trouve que l'attaque d'Ole Miss, un peu d'accord avec Ryan sur le fait que, tu peux pas vraiment leur dire que c'est incroyable ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient roulé sur ce type de défense avec, un nombre de plaquages manqués. C'était vraiment, j'avais l'impression de voir Oregon contre Georgia en week 1, l'année dernière. En gros, je crois que c'était 47 plaquages manqués à la mi-temps ou un truc comme ça. Et là, je trouvais que c'était vraiment, catastrophique les appellations de jeu. Et le backfield défensif était bon, très mauvais, évidemment. Mais au-delà de ça, je pense que l'attaque, elle prend forme et surtout le Jackson Dart. Il finit à 389 Ouais, yards et 4 touchdowns. ouais, je pense que Jackson Plus Dart, un touchdown à la course et 50 yards, pardon. il a vraiment quelque chose à montrer. Le match contre Alabama, je pense qu'ils ont perdu à juste titre, hein. Alabama a dominé. Mais Ole Miss, ça va vraiment être l'équipe qui va poser problème. En sec. Moi, je pense que ça va être un peu l'underdog. On parlera de Kentucky dans quelques minutes. Mais je pense que Ole Miss et Kentucky en sec, c'est vraiment le type de programme qui vont faire chier beaucoup d'équipes et des bonnes équipes. Très bien, on a fini les gars sur, LSU Ole Miss. C'est bien, hein, que Lane Kiffin se serve de ce match parce que j'avais dit dans l'épisode précédent que ça faisait maintenant 1 an que Ole Miss n'avait pas de grosses victoires, que ses performances au regard de l'effectif étaient, hem, très moyennes et si ce match-là peut permettre de le relancer, ça sera très bien pour Valentin et les Rebels. Hem, on va passer à Duke, Notre-Dame. Notre-Dame qui, oui, on peut le dire malgré le score, malgré, le 21, à 14, a survécu, dans un environnement qui était pas facile, hein. Je rappelle que Duke était alors classé, 17e, était invaincu. C'était la première fois de son histoire, qu'ils accueillaient l'ESPN College, Game Day. Évidemment, tout ça, ça crée un engouement et aussi une pression sur les épaules des joueurs, de Duke. Une pression qui, je pense, ont eu du mal à assumer durant toute la première mi-temps, parce que Notre-Dame a dominé cette première mi-temps. On menait, 13-0, à la fin du second quart-temps et honnêtement, je le disais sur mon live tweet, ça aurait pu être bien plus, mais voilà, on a les points de pas marqués, les points qui ne sont moi, ce que je pense, c'est que les points pas marqués, n'auraient jamais dû l'être, dans le sens où, c'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais si à la fin, il y a pas ça sur le scoreboard, bah, c'est que tu les as pas marqués et qu'en fait, tu dois rien dire et en revanche, la seconde, mi-temps a été mais vraiment d'un tout autre acabit pour Duke, où là, ça a commencé à se mettre en place et en fait, le coordinateur offensif de Duke s'est ajusté à la défense de Notre-Dame. Je m'explique, la défense de Notre-Dame, blitz énormément et peut-être que vous pourrez m'apporter, hein, une précision tactique vu que vous y connaissiez beaucoup mieux que moi. C'est que sur les blitz, forcément les linebackers, sont absents. En plus, on lance souvent nos 3 linebackers ensemble et ça laisse des situations dans lesquelles, bah, un bon quarterback comme Riley Leonard qui court très bien peut se faire la malle sur des, QB draw, des QB design, des, des QB counter, tout ça et l'attaque de Duke, c'est vraiment,
a pris en main cette, voilà, ce fait de jeu, ce fait qu'on blitz beaucoup et ça nous a fait beaucoup de mal à un point où Duke, menait, 14-13 à 51 secondes de la fin. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect tactique avant qu'on termine sur le dernier drive, heu, vainqueur pour le Fighting Irish? Je sais pas si Rob, tu veux intervenir ou pas dessus? Non, bah ça parle un peu plus de la défense, donc vas-y. En fait, le principe, c'est que très souvent, les blitz vont pas forcément t'aider sur des comment dire, sur des courses QB quand tu es une offense. Tu vas plus aller chercher justement des jeux type quick pass, screen pass pour essayer justement de sortir de cette boîte qui va être justement engorgée de joueurs. Et techniquement, si les blitz sont bien effectués et si tu as le personnel pour, même un quarterback comme Riley Leonard qui court beaucoup doit en fait step up pour réussir à courir dans la poche parce que justement tu as cette poche qui va vraiment être engorgée. Justement, tu vas essayer de créer un surnombre de joueurs dans cette poche par rapport au nombre de bloqueurs. Là où justement ça peut être un petit peu plus dangereux, c'est si tu es QB design sur des courses extérieures type outside zone où justement tu arrives à trouver ce petit trou de souris, tu vois, où passer. Mais techniquement, si tes blitz ils sont bien utilisés, bien designés et avec le bon personnel qui est capable justement de jouer sur ce comment dire, cette surcharge de joueurs par rapport aux bloqueurs, techniquement, tu es censé gêner le QB puisqu'il part justement du backfield. Donc c'est peut-être là où il faudra regarder sur l'exécution plus que sur l'appel de jeu. Maintenant, à côté de ça, quand t'es cordeau def et que tu as cette vocation à blitzer beaucoup, à être très agressif, tu sais que tu t'exposes aussi à des jeux derrière. Tu vois. Euh, Justement, c'est le genre de truc qui peut aussi vite te sortir de ton match et te sortir de tes appels de jeu, à te dire que tu envoies quand même tes trois linebackers en blitz et que malgré ça, le QB réussit à courir en face. Chose qui s'est pas passée puisque justement au final Notre-Dame est ressorti vainqueur et j'ai trouvé que euh, sur les résumés de match que j'ai regardé, j'ai quand même trouvé que vous étiez bien resté dans votre match et qu'en en gros vous avez pas forcément paniqué. Donc c'est aussi un bon point pour ton coaching staff, Gus. Un bon point pour le coaching staff, défensif, hein, parce que, il y a beaucoup de critiques qui ont été mises à l'encontre de notre coordinateur offensif après ce match. Alors certes, il nous manquait beaucoup de receveurs et on sait que la room de receveurs à Notre-Dame c'est plutôt compliqué. Voilà, ça nous a pas aidé à ouais, Sam Hartman peut pas tout faire et il a besoin quand même d'un minimum de séparation de ses receveurs et ça a pas été le cas ce soir, d'autant plus que notre O-line, notamment nos gardes intérieurs, ont fait leur plus mauvais match de la saison et à 51 secondes de la fin, je vous reprends le fil, de la rencontre, 14-13 pour Duke et là, drive enfin, il restait un peu plus de 51 secondes, il restait 1 minute 30, drive de 90 yards et à un moment, on est en 4e et 16 et Sam Hartman arrive à aller chercher, le first down sur une course de 17 yards. Moi, une course que je qualifie, d'Iceman moment au regard là, pour le coup, du contexte du match, puisque c'est littéralement cette course qui permet ensuite à Audric Estimé de marquer un touchdown de 30 yards à la course. Alors qu'on s'est fait malaxer, par leur ligne défensive, notre jeu au sol s'est fait malaxer par, leur ligne défensive tout le match et voilà, victoire, 21-14 parce que la conversion à 2 points est passée. Hem, c'est un match qui, alors est très important pour Notre-Dame parce que ça maintient le Fighting Irish en vie dans la course aux playoffs. En plus, le match de la semaine prochaine sera face à Louisville qui est classé et pour Duke, on a eu, très, très peur Robin parce qu'il s'est blessé à la fin du match. Ouais, bah une blessure qui arrive très très souvent hein, dans le collège football, ce genre de enfin dans le football en général. J'ai pas le nom du joueur de Notre-Dame qui fait le plaquage. Howard Euh, Cross et d'ailleurs, Howard si Cross. je peux préciser, Mhm. C'est pas un plaquage méchant, hein, non, non, pas du tout, pas du tout. Ah non, ah, c'est juste pour c'est juste préciser. sur la perf Ouais. du joueur, tu vois, qui termine, ce qui est Mhm. énorme pour un defensive line à 13 plaquages, 3,5 plaquages pour perte, 1 sac et 2 fumbles, forcés. Ah oui. C'est un D-line qui a 6, je sais jamais combien ça fait en centimètres, mais il est, undersize pour un D-line et voilà, je trouve ça bien aussi de mettre en
de montrer que tu peux être un petit D-line et te faufiler, dans l'O-line adverse. Ouais, bah, justement, là, en gros, sur le dernier play de Duke, hein, donc Duke était en 4e tentative, il me semble. Du coup, on a Riley Leonard qui rentre, hein, dans la poche, pour éviter un premier sac. Il commence à essayer d'aller courir, il me semble, et ensuite, du coup, il se fait plaquer vers l'arrière et sa cheville, je pense que c'est sa cheville ou Elle son tourne. genou, Mmh. reste en fait en dessous du joueur. Donc c'est-à-dire qu'elle tourne et le reste du corps ne tourne pas. Bon, de toute façon, c'était le dernier jeu, donc il y avait pas de dire: «Ah bah tiens, il a pas pu jouer, les dernières 30 secondes du match, peut-être que Duke aurait pu marquer son TD». Après, c'était un fumble et qu'on a récupéré, Ouais, donc c'était un quoi fumble qu'il quoi arrive, qu'il on avait arrive. vraiment. Après, je pense que Mmh. moi, pour avoir déjà vécu des blessures comme ça, ce genre de blessure, tu tiens pas à la balle. En fait, tu tires d'abord, enfin, c'est trop dur de garder la balle. Hem, mais du coup, c'est très dommage, hein. Je regardais justement, là, pendant que tu étais en train de parler du dernier drive de Notre-Dame. A priori, ça serait pas de fin de saison pour Riley Leonard. Ouais, Il c'est pourrait rassurant revenir les plus nouvelles, hein. tard. C'est rassurant, c'est des nouvelles qui sont rassurantes, surtout sur un QB qui est, bah, tu en avais parlé justement dans l'épisode dans le live de preview, il me semble, Gus, c'était ton Mmh. joueur à suivre. Et moi, j'étais Enfin, le d'accord avec joueur toi. C'est vrai que sous-coté, je dirais plutôt. ouais, ouais, le joueur sous-coté, et je pense qu'il a mené Duke à un très beau bilan, hein. Ils ont battu Clemson. Bon, on sait ce que Clemson vaut cette année, mais Ouais, mais heu, ils même, ont enfin, un très beau bilan. Une seule défaite, hein, contre Notre-Dame de 7 points qui, honnêtement, ils n'ont pas à rougir, au vu de leur défense, hein, ce qu'ils ont mis en place. Ils menaient de 1 point à 1 minute 30 à de 1 la minute, fin, ouais. mais il a fallu une 4e tentative venue de l'espace de Sam Hartman, justement, bah, pour pouvoir revenir au score. Là, Ah non, franchement, mais faut le dire, hein, c'est un petit miracle, heu, pour Notre-Dame, franchement, hein, c'est ça, c'est tu moi vois? moi si j'étais, bah, en fait, Duke a vécu, ce que moi j'ai vécu la semaine dernière. La sensation d'avoir été meilleur, mais de perdre quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est justement ce que j'allais faire comme parallèle un peu avec Ohio State, et Ryan en parlait quand il disait: «Ah bah tiens, c'est une belle, entre guillemets, victoire pour le coaching staff». Heu, je trouve que c'est un bon rebond après la victoire d'Ohio State, enfin la défaite contre Ohio State, pardon, puisque en fait, vous aviez pas réussi à stopper sur le dernier drive, et là, en fait, c'est justement votre attaque qui va mettre des points pour le dernier drive et être un peu «clutch», hein, entre guillemets. Donc je pense qu'on avait un peu cette narrative de dire que Notre-Dame avait un peu de mal dans les gros matchs. Enfin, moi, je trouve que cette année, Ah l'année bah, dernière, c'est toujours le cas, hein. Même la ouais, victoire face à Duke, ah non, mais ça ils ont change du pas. mal, mais en fait, tu vois, c'est une progression de dire: avant tu te choques en fin de match, bah, là maintenant, en fait, tu arrives à garder un peu de match, enfin de Oui, c'est vrai. domination Mmh. en fin de match. Surtout J'ai que le dernier drive, franchement, tu disais, Sam Hartman, il peut pas faire tout seul. C'est vraiment lui qui a cette victoire, parce que la conversion en 4 et 16 ou 4 et 17, il me semble, Ouais, normalement, il y a pas 4-16. de il y a pas de victoire, il y a vraiment pas du tout de victoire s'il fait pas cette conversion, de toute façon, hein, c'est fini. Mmh. Bref, merci à Sam Hartman, d'être arrivé dans ma vie. On va passer au débat, les gars. C'est un débat qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que vous le savez, Michigan et Georgia sont, à la deuxième et première place de la People et moi la question que je vous pose, c'est est-ce que ces 2 équipes doivent quitter ces 2 premières places? Alors, avant de donner nos arguments, je propose qu'on se penche sur le match, de Georgia face à Auburn. Vous l'avez regardé ici ou vous avez Moi, je l'ai un pas je l'ai vu d'un œil, mais je pourrais pas me dire que je l'ai regardé. bah, Ouais, c'est, pareil, c'est bon. un peu à l'image de Ryan, c'est plutôt un match qu'on a «suivi» entre guillemets sur Twitter avec Ouais, ou à la fin, tu tout le vois? Quand on bruit, a vu ouais, qu'il c'est y avait ça, ou à la fin. 20-20, Moi, en bah, gros, je vous rac vas-y. je l'ai mis en fait dans le 4e quart. Ah mais exactement pareil et c'est pour ça que c'est important parce que, il y avait 20-20 dans le 4e quart-temps et là, on commençait vraiment à croire que, voilà, que, Georgia pouvait perdre ce match.
mais c'était sans compter sur Brock Bowers qui, là, pour le coup, nous sort son match de la saison, hein. Match, de mammouth de Brock Bowers, hein, comme il nous a habitués ces dernières années. Sur ce dernier quart-temps, il est à 6 réceptions pour 148 yards et notamment le touchdown de 40 yards, de la victoire. Il y a aussi une réception à une main, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux, qui est assez, exceptionnelle et j'ai pas peur de dire que oui, je crois que c'est Brock Bowers qui a sauvé cette équipe de Georgia d'un énorme upset face à Auburn et on sait qu'Auburn, c'est une équipe aussi qui se fait un malin plaisir à battre, les, numéros 1, du pays. Sur les 4 derniers, déplacements, à Auburn, hein, au Jordan Air Stadium d'une équipe classée numéro 1 à l'IP Poll et bah, Auburn a gagné les 4 matchs. Donc voilà, Georgia était a vraiment failli être cette 5e équipe et ça n'a pas été le cas, heureusement pour eux. Non, mais là, clairement, tu l'as dit, tu vois, il y a 2 secondes, on parlait de Sam Hartman, hem, qui te fait gagner, entre guillemets «le match tout seul» et où tu disais: «C'est compliqué pour Sam Hartman de tout faire tout seul». Là, pour le coup, Brock Bowers, il a montré à quel point c'était un joueur de talent en faisant gagner pour moi Georgia tout seul parce que ce 4e quart-temps, c'est Brock Bowers tout simplement et tu vois, c'est triste de se dire que, qu'il faut absolument être un QB pour prétendre au Heisman parce que quand tu vois le niveau de jeu de Brock Bowers depuis déjà quelques saisons avec Georgia, là, pour le coup, son 4e quart-temps, c'était son Heisman moment à lui parce que là, vraiment, il est exceptionnel, tu vois? Surtout que Carson Beck a eu un petit peu plus de mal. C'est donc pour moi, ouais, franchement, Brock Bowers, c'est un Ouais. putain de joueur de talent et c'est aussi là où Georgia est très fort. C'est pas la première fois qu'on en parle, hein, Gus, du du talent que Georgia a dans son effectif, mais c'est aussi sur des matchs compliqués, sur des matchs serrés, tendus, que la différence de talent, elle se fait très clairement ressentir et là, c'est, bah, tout simplement, bah, Et tu c'est plus de aussi, talent, côté Georgia, quoi. et c'est aussi la marque des grandes équipes, hein, savoir gagner moche. Ouais, Hem, ouais, ouais, c'est ce que je disais la Georgia saison est sur dernière, une, Georgia est sur une série de 22 victoires d'affilée, Ryan. Leur dernière défaite, si je dis pas de bêtises, corrige-moi, mais c'est, 100 jours, un truc comme ça, j'ai vu. c'est la finale, de SEC de 2021 face à Alabama? Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, ouais, je crois que bah, oui. Je suis con vu qu'ils sont invaincus tous ces 2 dernières saisons et là, ils commencent aussi en étant invaincus, donc ouais, c'est ça. Mais Et on en a un ouais. petit peu parlé, tu sais, la saison dernière. Rappelle-toi quand tout le monde disait: «Ah ouais, Georgia, c'est moins convaincant cette année, ça commence doucement» et que je leur dis: «Ouais, ça commence doucement», mais à la fin, en fait, ça gagne, tu vois? Même sur les matchs tout pourris où Georgia montre vraiment un sale visage, ça gagne. C'est le propre de ces grandes Bah, équipes, comme tu en viens de fait, le dire. c'est clairement je pense que ce match contre Auburn, c'est leur match contre, il me semble que c'était Kentucky, non? L'année dernière où en fait ils avaient galéré vraiment, très, très dur. Je crois qu'ils avaient marqué 13 points ou je suis sur le calendrier là, c'était C'était quel pas match? Mizzou? C'était Ouais, pas c'était Mizzou Missouri, ou un ouais, qui gagne, Ouais, c'est ça. 26-22, c'était 26-22, je crois, ouais. leur 5e match de la saison, absolument comme celui actuellement. Bon là, c'est Auburn, ils étaient en week 6 après, et en fait, ils avaient un peu galéré. À ce moment-là, je me souviens, on avait un peu ouvert le débat en mode: «OK, effectivement, Georgia a un peu galéré et cetera». Mais comme l'avait dit Ryan, bah, c'est la marque des grandes équipes de gagner contre des ces matchs compliqués. Heu, mais aussi, c'est la marque des grandes équipes de se reprendre. Ils ont un match de merde, je vous assure. Après, la semaine prochaine, c'est contre Kentucky, ça va être un peu Voilà, justement, c'est là où compliqué. je voulais en venir. Mais je pense qu'en fait, ils vont revenir et ils vont aller avec des nouvelles intentions et ils vont aller claquer 40 ou 50 points en attaque. Bah, Après, quoi qu'avec Carson Beck, pardon, ouais. c'est c'est pas non plus, l'assurance tout risque au poste de QB. Et bah, il faudra être fort la semaine prochaine parce que, jouer face à Kentucky là, qui vient de signer un upset enfin un upset, non, ils étaient favoris, mais, upset dans le sens où Florida était classé à la 22e place de AP Poll. D'ailleurs, c'était la 3e, victoire d'affilée, hein, face à Florida là pour Kentucky, un programme qui, sur les 30 dernières années a dû perdre la quasi-intégralité de ses rencontres. Avec notamment la performance, après on revient sur le débat de Ray Davis, vous savez là, le transfert de Vanderbilt, qui a sorti une performance à 280 yards et 3 touchdowns. Voilà, Kentucky a retrouvé, cette attaque qui lui faisait un peu défaut, ces dernières années avec,
37 points inscrits par match. L'an dernier, c'était 20,4. Il y a un gros changement. Michigan, après Georgia, on le sait, un calendrier qui va commencer en novembre, donc ils n'ont pas encore joué de vraies rencontres. Là, samedi, face à Nebraska, c'était le premier où Michigan a cover le spread, alors qu'ils avaient affronté quand même des équipes pas très bonnes ou des équipes du groupe of 5 avant. Et la conclusion en fait, qu'il faut tirer de tout ça, c'est que la course au playoff n'a jamais été aussi ouverte. Il y a 10 équipes qui peuvent y aller. Et alors, s'il y a 10 équipes qui peuvent y aller, pourquoi Michigan et Georgia gardent ces 2 premières places? On sait que voilà, ces équipes auront la possibilité dans quelques semaines de regagner ces places. Mais en attendant, tu as des équipes et je pense notamment à Texas, Ohio State, Florida State, Penn State, Oregon. Bon, j'attends encore un petit peu pour Oregon parce que les gros matchs là vont arriver, les très gros matchs vont arriver. Mais toutes ces équipes-là ont déjà prouvé qu'elles méritaient de rentrer dans le top 4 et pour certaines d'entre elles, d'être à ces 2 premières places. Pour vous, allez, je vous demande quelle devrait être cette équipe qui devrait prendre leur place? Bah, moi, je vais, comme d'habitude, être le vieux con aigri du podcast, mais aucune. Georgia a gagné, dans la douleur, mais Georgia a gagné. Michigan, ça a gagné avec son calendrier rempli de cupcake games, mais ça a gagné. Donc pourquoi tu vas faire perdre une équipe qui gagne ses matchs? Tu peux pas. C'est pour ça aussi que pour moi, l'AP poll de début de saison est tellement important. C'est aussi pour ça que chaque année je gueule quand je vois des équipes qui partent, oui, favoris. Tu sais qu'en fait Michigan va finir dans le haut du classement, mais en fait en les mettant directement deuxième avec ce calendrier-là, bah je suis con et vieux et aigri, mais pour moi, tant que tu gagnes, je peux pas te faire perdre de place. Je suis d'accord sur la raison, que les votants de l'AP poll, se basent trop sur l'AP poll de pré-saison et que du coup, à partir d'un certain échantillon, c'est-à-dire à partir de la week, 4 ou 5, ça devient problématique. Mais, je suis pas d'accord sur, les calendriers faciles. Ce n'est pas parce que tu gagnes que tu mérites, à mon sens, de rester à la première ou deuxième place. À quoi sert, hem Non, moi je te parle plus de manière. quel est le système de l'AP poll? Non, mais c'est Le but, c'est plus. de dire, plus tes victoires sont bien, plus tu joues des bonnes équipes, plus tu as de chances d'être classé en haut de l'AP poll et potentiellement d'aller chercher, bah, là, on parle des meilleures équipes, un titre de champion national, une place parmi les 2 premiers quand c'était l'époque du BCS Ouais, mais et là, les 4 premières Gus, places. Oui, non, mais Gus, c'est justement, pas ce que je attends, suis, attends, c'est 5 pas ce minutes que que je je te suis en dis, train de te c'est dire. les facs, quand Michigan et Georgia programment des matchs interconf nuls en 2023, et bah, ces facs savent que ça doit être un problème. Ça doit être un problème que ces facs-là, programment des matchs face à Bowling Green, face à de la FCS. Ça doit rentrer, dans le jeu et moi, je pense qu'à ce titre et bah, Georgia et Michigan doivent subir le fait de ne pas avoir pris plus de risques, de ne pas avoir affronté une bonne équipe du Power 5 d'une autre conférence, comme Georgia avait pu le faire l'an dernier avec Oregon et ils doivent, voilà, être, «sanctionnés» entre guillemets pour ça. Ouais, mais justement, c'est là où moi je veux t'en parler, c'est que là, toi, tu vois ça par le prisme des places 1, 2, 3, en gros. Moi, c'est pas ce que je te dis, c'est plus de regarder ça sur tout le top 25. Si tu ne perds pas, c'est pour moi impossible de venir dire à une équipe, je te fais perdre une place. Et ça, c'est comme ça depuis, entre Si, guillemets, «la si. nuit des temps». Non, mais Bah ouais, parce que les équipes de derrière ont gagné et que bah les ouais, équipes de mais ouais, derrière bah, ont mais toi, tu n'as pas perdu, donc pourquoi tu devrais perdre une place, tu vois? C'est ça le truc. Ou alors il faudrait entre guillemets, un comment je pourrais dire ça? J'ai un trou. Faudrait Ouais, chambouler mettre des points. tout le système Ouais. actuel. Ou alors moi ce que j'aimerais bien, tu vois, c'est carrément un c'est juste une AP question poll d'interprétation. où chaque semaine, tu effaces limite en fait tout le top 25 et toutes les semaines tu refais un top 25 différent et à la fin tu fais une moyenne ou j'en sais rien, tu vois? Où là tu prends vraiment en compte les difficultés de calendrier et tout. Mais dans les faits, tu as raison, moi je suis d'accord avec toi. Une victoire de Georgia face à Charleston State, ça doit pas avoir la même importance qu'une victoire de Texas sur Alabama, tu vois? Non, Mais mais moi dans je les comprends. faits, tu peux pas en fait dire à Georgia, bah je te fais sauter ta place de numéro 1, t'as pas perdu, gros. Ah Ouais, mais mais pour moi, alors, bah, non, on dit pas que tu n'es plus numéro 1, on dit que d'autres équipes méritent d'être numéro 1. D'autres Bah elle équipes doivent mérite être numéro 1. C'est un mais discours différent. non oui, je sais, mais elle mérite d'être numéro 1, bah frérot,
tant qu'elles vont gagner leur match, elles vont aussi continuer de monter. Et au bout d'un moment, tu vas les affronter en playoff. C'est malheureusement toujours comme ça. Donc C'est pour ça que UCF, on incite ces équipes à programmer des mauvaises équipes en début de saison, comme ça elles sont bah, certaines de garder leur fauteuil c'est con, jusqu'en novembre. c'est con, mais c'est le jeu. Regarde Michigan. C'est pour moi une des plus grosses fraudes là de ces dernières années, c'est le Michigan de John Harbaugh. Non, on peut pas exagérer. Si, Oh, exagère. je sais que toi ça va t'énerver, mais c'est le cas, Non, frérot. Mais au bout d'un moment, c'est ce système actuel qui incite à ça, et c'est aussi pour ça que des mecs comme Guillaume ou moi, on est très content de voir arriver ces playoffs à 12, c'est parce que ça va un petit peu rabattre ces cartes-là. Comme Mais ça, Michigan et Georgia seront pendant les 40 prochaines années en playoff. Voilà. bah, c'est triste, mais oui. Tu perdras 4 matchs par saison, tu seras quand même en playoff. Trop bien. Bah oui, mais bah écoute, bien. c'est comme ça. Ça permet aussi à d'autres petites équipes d'avoir leur chance justement sur des matchs à élimination directe. Mais Ouais. à l'heure actuelle, c'est exactement la même chose. C'est actuellement tous les ans, tu as Georgia qui a une chance de perdre sa place en playoff, c'est de perdre contre une équipe très bien classée en sec. Et Michigan, c'est le The Game tous les ans. Et donc quand c'est pas Michigan, c'est Ohio State. Ah, génial, la mixité, ça, c'est pareil. Mais enfin bref, ça c'est un débat que vous aviez déjà eu sur les playoffs à 12 par rapport au format actuel. Mais sur le format actuel, c'est un truc qui a été installé depuis des années. Tu ne peux pas. Et je me rappelle qu'on avait déjà eu le débat l'année dernière sur Georgia quand ça commençait à puer un peu des fesses pour eux. Et que je t'ai dit, bah non, c'est pas par rapport à ça. C'est quand TCU commence à monter très fort et qu'en fin de championnat, on parlait de switcher les places 1, 2, 3, 4 et que je te disais, bah non, parce que t'es le champion en titre, machin, de Georgia, t'as perdu aucun match, tu peux pas te faire détrôner en fait. Mais là, c'est pareil. C'est pareil. Et à la différence que Georgia, contrairement à Michigan, c'est que vous aimez taper sur la sec, machin, des cupcake games, tout ça. Georgia, dans tous les cas, ça va avoir des affrontements en sec qui potentiellement vont leur faire des matchs à risque, Pas contrairement à cette année. Michigan, qui là, Pas pour le cette année, coup. la SEC est bien Non, moins mais bonne. ah ouais, attends, mais après, Kentucky, la la SEC SEC est est bien moins moins bonne bonne. que la Mais Big là, on 12 vient de le l'année dire, prochaine. Kentucky, la semaine prochaine, ça peut déjà venir te faire chier avec un QB entre guillemets rookie. Après, je peux dire que Kentucky a affronté personne encore, tu vois. C'est vrai aussi, mais moi, je suis désolé. Là, tu vois, par exemple, Michigan, c'est beaucoup plus problématique que Georgia. Et Robin, toi, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, en fait, j'ai un peu le cul entre deux chaises, hein. Je vais faire une réponse de Normand, mais je trouve que la réponse l'argument de Ryan en disant bah, ils sont 1, ils n'ont pas perdu, pourquoi est-ce qu'ils passeraient 2, il est valide et il est techniquement imparable. Sauf que bah, le tien aussi, il est valide en disant bah, comment est-ce que tu récompenses Texas. Par exemple, à Texas, je regardais un peu leur calendrier. Ils ont battu Alabama qui était 3. Ils ont battu Wyoming, qui est au final une bonne équipe, hein. Certes, c'est un peu moins fort, mais Ils sont à 4 ans en Mountain West, ouais. c'est une bonne équipe, ouais. Ils sont allés battre, enfin, ils ont battu Kansas, qui était 24e du pays, donc ils ont 2 victoires contre le top 25. Et 2 victoires Demain, de plus de 10 points. c'est ça, ils ont mis 30 points à Kansas et ils ont mis 10 points à Alabama. Exact. Demain, tu vas battre Oklahoma, qui est 12e, qui est une super équipe. Pour moi, Oklahoma, normalement, ils seront plus hauts que 12. Enfin, bref. Donc tu dis, tu as battu 3 victoires du top 25. Georgia, actuellement, ils ont dans leur calendrier, je ne sais pas s'ils ont battu une équipe du top 25 pour l'instant. Non. Ça m'a pas l'air, tu vois. Est-ce que tu peux dire que objectivement c'est la meilleure équipe du pays? Parce que le top 25, c'est le numéro 1 du top 25, c'est la meilleure équipe du pays. Est-ce que tu peux dire que la meilleure équipe La meilleure équipe du pays n'est certainement pas Georgia aujourd'hui. Et j'ai l'impression que tout le monde le sait, mais tout le monde constate que. En fait, ça, c'est l'argument de Ryan. C'est tout le monde le sait, et ils n'ont pas encore été battus. Bah, c'est aussi ça que. Ils sont moins bons que l'année dernière, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. On laisse Georgia, on laisse pas Georgia le bénéfice du doute. On n'attend pas la 11e semaine pour les virer du top 4. On les fait descendre et s'ils doivent gagner, si c'est vraiment la meilleure équipe, qui gagnent leur match important dans quelques semaines et là ils reviendront Bah peut-être ouais, mais au non. premier plan. Bah ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Bah non, sur le système actuel, en termes d'équité, ça marche pas comme C'est ça. pas un problème de système, c'est une question Bah, pour moi, d'utilisation si. du système, c'est une question d'interprétation. Il y a plein Ah de non, pour moi, journalistes là, qui ont fait des pour moi, excellents classements, qui ont mis pour moi, c'est un Georgia et souci. Michigan 5 ou 6e. Ouais, mais pour moi, c'est un C'est pas ça le souci de problème, système c'est pas le parce que système. bah, pour moi, si. Parce que quand le système, ça a toujours été le même et que tu as toujours récompensé les numéros 1, 2 du pays de la même manière et qu'on vienne pas me dire le contraire parce que quand c'était Bama qui se tapait ses cupcake games, c'était la même chose malgré le fait que la SEC soit forte, tout ça, c'était exactement la même chose. Tu as des saisons où Bama, ils étaient pépères, clope au bec, une main sur le volant et on les a jamais contestés. Pour moi, c'est pareil. C'est ce système qui veut ça. Donc, Texas est
Ah, mais condamné en fait à NBA rester. fait Mais non, que mais parce que Georgia et Michigan ne font pas un début de saison excellent. bah non, C'est ça la bah différence non, mais et moi je suis que d'accord, mais je suis d'accord avec toi. derrière la course n'a jamais été aussi verte. Bah Il y a ouais, combien mais d'équipes c'est qui peuvent viser le titre cette année? Il y a 10 équipes qui peuvent viser le titre? bah moi je suis pas d'accord. Qui peuvent viser les Et playoffs, oui, qui peuvent viser le titre, je suis pas d'accord. ah si, il y en a 10. Pour moi, il y en a 10. Bah Je te on cite vraiment verra. si tu veux. Mais tu peux me les citer. Pour moi, je suis d'accord. T'as 10 prétendants aux playoffs, t'as pas 10 prétendants au titre. Parce que, Et alors, encore une fois, les gens font la même erreur que l'année dernière il y a avec pas de Georgia, qui est pour que moi, il y a pas actuellement de prétendant Georgia, au titre. Il y a pas de favori au titre. bah pour moi, si. C'est qui? Ouais, Georgia. Bah Texas. Georgia, frérot, non. Ah, Texas n'est pas Georgia, un ou deux. ils sortent d'un double titre où ils ont écrasé le pays. Là, Ah, ça mais Georgia continue. Ou joue comme mal. je vous dis, bah Georgia va aller Georgia en joue mal, finale de SEC parce que la mais Georgia, SEC elle est gagne. éclatée et Et parce que Georgia gagne, tout simplement. devant ça suit pas parce que Alabama est pas bon, enfin est moins bon cette année parce que Ole Comme Miss ils étaient reprend moins bons impératif et l'année LSU est moins dernière, bon. Gus, c'est exactement le débat de l'année dernière. Tu peux Bon, pas retirer le champion en titre qui vient de gagner 2 championnats, qui est invaincu depuis 600 jours, tu peux pas les faire tomber de la première place. Et c'est le format actuel. Donc en attendant, Texas, ils sont condamnés à rester troisième tant Moi qu'il n'y je a suis pas pas une d'accord, des mais deux équipes. Bah ouais, mais non mais encore une on fois, en a c'est parlé, malheureux, mais c'est Ryan, comme ça, tu vois. on va passer à la suite, mais Et oui, juste, attends, je pose une question pour Ryan. Là, tu disais, tant que tu n'as pas perdu, tu ne dois pas baisser de place. Mais par exemple, USC, ça fait quelques semaines qu'ils sont pas très convaincants, ils sont toujours invaincus. Une équipe qui a 2-3 victoires contre des équipes du top 25, est-ce que tu les mets au-dessus du USC alors qu'ils étaient derrière en pré-saison? Bah, je suis désolé, mais sur le format actuel, moi personnellement, oui, je le ferai. Mais sur le format actuel, ça ne se fera pas. USC va rester devant. bah non, pourtant USC descend là. USC descend, non? Mais c'est là où c'est ce que je te Florida dis State est quand je te dis que ça a descendu. aucun sens. Mais si, ça a du C'est sens. bah, Le problème, c'est en fait, c'est parce qu'on est dans une recherche d'objectivité parfaite avec le top 25, où en fait, on n'arrive pas à comprendre que selon les votants, et pour moi, c'est pas un problème, ça fait c'est des incohérences qui font partie du college football, c'est qu'on peut avoir des logiques différentes. Il y a 130 équipes dans le pays, tu as 130 trucs différents, tu as des conférences différentes. Tu as plein de trucs à prendre en compte. Est-ce que ton équipe était meilleure en début d'année? Est-ce que à la week 11, celle que tu as battue à la week 1 a fait au final une meilleure saison ou l'inverse? Il y a plein de trucs à prendre en compte et on peut pas aller chercher la subjectivité ou alors aller chercher l'objectivité. Ou alors si on va aller chercher cette objectivité, on n'a qu'à supprimer les polls et on fait un système à la NFL ou à la Ligue 1, on fait un classement de 1 à 130 et voilà, ça règle le problème. Mais bah c'est pas ouais, mais non, possible. parce que pour moi, parce que comme je te dis encore une fois, techniquement, si tu veux le système parfait, il faut que tu puisses faire la part des choses entre ces deux systèmes-là. Et actuellement, je suis désolé, c'est pas vrai. Tant que ce sera à l'appréciation des votants, tu auras des injustices où en fait, bah, tu comprendras pas pourquoi une équipe qui est classée 12e, tu as une fois où eux ils vont chuter, qu'à côté de ça, Georgia qui se tape que des cupcake games ou Michigan qui se tape que des cupcake games perdent pas leur place de 1 et 2. Et pourtant, ça restera comme ça parce qu'ils vont pas vouloir chambouler le 1 et 2. Ça va bouger au niveau des 3, 4. Ils vont peut-être aller faire une exception sur une semaine où ils vont peut-être refaire passer Texas 2 et ils vont garder Michigan 3, mais ils te changeront pas le 1 et 2. C'est ça que je te dis. Mm. Et moi, c'est Bref, là où ça me fait chier parce que justement, tu me dis, c'est cette incohérence-là que toi, t'aimes bien parce que toutes les équipes ne sont pas censées être jugées de la même manière. Mais par contre, inverse le truc et mets-toi à la place des fans, mets-toi à la place des joueurs, mets-toi à la place des coachs de chacune des équipes. Cette incohérence-là, tu peux pas l'expliquer. Parce que comment tu vas expliquer à des mecs qui se la tuent chaque semaine à l'entraînement, qui se la tuent ensuite jour de match et qui gagnent leur match, leur dire bah ouais mais frérot, cette équipe-là, là, elle a moins de talent que toi, elle gagne les matchs, c'est eux qui méritent plus. Eux, ils vont te dire comment ça, ils méritent plus. Moi, je me oui, casse le cul évidemment tous qu'ils les méritent jours. plus. Ben non, Ils ont battu des meilleures équipes, donc ils méritent de passer devant. Je ben suis vraiment non. pour cet argument. Mais bref, Ryan, enfin, on n'est pas en fait, je pense qu'on est d'accord sur ce qu'il faut faire, on n'est juste pas d'accord sur la cause. C'est ça, on Bah est oui, d'accord. c'est ça le Voilà. truc. Bah oui. Bref, on va passer à Texas-Kansas. Là, pour le coup, Texas, parmi les favoris, a sorti la meilleure performance de la semaine. Victoire face à Kansas, les Jayhawks qui étaient classés 24e à l'IP Poll. Victoire 40-14 avec une énorme performance du running back Jonathan Brooks qui termine à 218 yards et 2 touchdowns. C'est son troisième match à plus de 100 yards et en plus il a derrière lui un CJ Baxter, vous savez, le 5 étoiles qui a de plus en plus de reps et qui est amené à être le prochain titulaire des Longhorns.
Alors, il y avait que 14-20 à la moitié, au début du troisième quart-temps. C'est après que les Longhorns sont all gaze no breaks, appuyés sur l'accélérateur pour aller chercher ce gros score. Hem, Qu'est-ce qu'il faut retenir sinon? C'est que ouais, le prochain match, ah non, non, truc que j'ai envie de noter, le cahier de jeu de Kansas qui est toujours aussi cool. Vous avez vu le jeu de triple option de Jason Bean là, qui l'emmène au Ouais, ouais, ouais. touchdown où après il fumble et Il c'est fumble son la balle, ouais. coéquipier qui récupère le ballon pour aller marquer. Ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Et non, le prochain match de Texas, les gars, c'est la semaine prochaine à 18h, ça sera diffusé sur beIN Sport d'ailleurs. C'est le Red River Showdown entre Oklahoma et Texas, hein, l'une des plus grandes rivalités du college football. Match qui aura lieu, comme vous le savez, au Cotton Bowl de Dallas. C'est leur dernier Red River Showdown en tant que membre de la Big 12. Et c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, depuis 2011 que les deux s'affrontent en tant qu'équipe invaincue. Voilà, ce dernier match en Big 12, sa dernière rivalité en Big 12 sera très très importante. Surtout que Oklahoma là, va de mieux en mieux. Ils sont 14e à l'IP-Poll et ils ont battu cette semaine 50-20 Iowa State plutôt. Ouais, non, sinon, s'ils avaient battu Ohio State, ça aurait été le premier match dont on aurait parlé dans cet épisode. Ouais, c'est Robin, pas faux. on passe sur Utah-Oregon State. Juste très Ah, vas-y, rapidement, vas-y, Ryan. Gus, pour ceux qui ont regardé le 1-2-6, hein, vous savez que j'aime beaucoup ce que fait Texas et le côté vraiment serein et tout qu'ils ont montré. Par contre, vraiment, pourquoi le Red River Showdown va être un immanquable, c'est parce que pour moi, ça va être la première fois que là, Texas va affronter une équipe en face qui est pas sur le papier affaiblie. J'avais vu une stat passer où sur toutes les équipes que Texas a affrontées, à chaque fois il y avait un joueur majeur qui était blessé ou qui pouvait pas jouer le match. Et c'est vrai que quand tu regardes, ça fait la différence. Là contre Kansas, Kansas est longtemps resté dans le match. Gus, ou comme tu le dis, avant que Texas mette le pied sur le champignon en fin de match et se mettent à marquer en non-stop. Je pense qu'avec un Jalen Daniels, on aurait aussi pu voir un autre match parce que pendant très longtemps, pendant le troisième quart-temps, euh, Kansas a eu les opportunités justement de passer devant et tu sais à quel point le momentum, ça peut changer sur les matchs comme ça peut shifter. Donc Texas mérite complètement sa place. Je suis hyper excité par ce que font les Longhorns. Attention juste à ce petit fait-là à signaler aussi, et c'est d'autant plus pour ça que Oklahoma, qui justement, comme tu l'as dit, Gus, va beaucoup mieux et est porté par un Dylan Gabriel, lui aussi de folie. Ça va vraiment être, je pense, un très très beau match à voir. Merci Ryan. On passe avec Robin pour Utah-Oregon State. Victoire des Beavers, Ouais, très 21 très à 7. grosse victoire. Ils ont dominé de A à Z, hein. Je Ouais. sais pas si je suis vous l'avez tous regardé ou pas? Non, mais tu sais, enfin, après, on suit évidemment Moi, dans je l'ai la regardé. soirée ou le lendemain. Ouais, Ryan, est-ce que toi aussi sur ton eye test, hein, vraiment, je te parle pas de stats ni rien, tu tu voyais directement que Utah était dominé, à la fois sur l'intensité, à la fois sur le pas forcément le talent, mais la violence qu'ils mettaient sur le terrain, «l'intensité» entre guillemets? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ah ouais? J'ai pas trouvé une grosse différence de physique et d'intensité. Je trouve que Utah a vraiment essayé de matcher. Mais comme on l'avait dit en fait dans le 1-2-6 où on a présenté un peu le match avec Kevin, ce qui moi m'a marqué, c'est tout simplement que là Utah arrive plus en fait à faire le cache-misère et que là vraiment ils ont besoin du retour de leur Rising, ah titulaire. ouais. C'est pas, encore une fois, hein, c'est ce match que j'aurais aimé voir avec tous les titulaires parce que DJ Ugalele, il a pas été exempt de tout reproche. Et pareil, je pense qu'avec tous les joueurs de Utah sur le terrain, on aurait peut-être vu un autre match. Et donc c'est de ça qu'on voulait parler, c'est que Utah c'est beau et franchement ça bosse très très bien. Et là c'est déjà fort d'être au bilan où ils sont à ce moment-là de la saison avec les blessures qu'ils ont eues. Mais là ouais, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et tu vois contre les très bonnes équipes, tu vois par contre que le manque de joueurs clés il se fait ressentir. Tu vois, on parlait Ouais. tout à l'heure de Brock Bowers qui est capable de faire la différence. Sur ce match, j'aurais bien aimé avoir justement Cam Rising et avec le retour de leur tight end. D'ailleurs, ils ont perdu aussi des O-line. Enfin bref, la Utah, ça commence à devenir c'est plus compliqué. Comme je te dis, le cache-misère, il est un peu plus Ouais. compliqué. Ouais, Utah, c'est, si pour ceux qui suivent un peu plus la NFL, Utah, c'est vraiment, l'infirmerie des Chargers avec le style de jeu des 49ers. Pourquoi je dis le style de jeu des 49ers? Parce que je pense que l'équipe de Utah actuelle, hein, sans Rising, elle est pas construite pour, gagner des matchs quand ils sont menés. Je sais pas ce que tu en penses toi, Ryan, mais je pense que Utah, c'est une équipe
qui peut installer un running game quand ils sont devant au score, comme ils ont fait contre Florida, en fait. Ils se font 2-3 passes, ils sont devant au score, et ensuite ils installent, ils mangent le clock comme personne mange le Bah, clock. c'est ça, c'est Et en pas fait, ils sont et pas parce qu'ils construits sont pour revenir. devant. Ouais, ils sont pas construits pour revenir. C'est ça. Et après, comme je te dis, c'est sur leur côté hyper physique et agressif où en fait ils sont capables de matcher l'agressivité qu'ils ont en face, mais en fait ils ont pareil, il leur manque ce talent pour, tu vois, provoquer des turnovers décisifs ou quoi en défense. Et c'est là que tu vois qu'un mec comme Rising peut te permettre derrière de remonter si t'es derrière. Là, en l'état, c'est un peu trop compliqué. Là, sur le match, tu as leurs deux QB backup qui se blessent en plus. Ouais, ils Donc, sont banged up, hein. Enfin, Johnson, qui est leur QB un peu double menace, il a pas beaucoup couru, en fait, justement. Enfin, il s'est fait éteindre. Il s'est fait éteindre. il s'est vraiment fait banged up. Et pour le coup, là, on a beaucoup parlé de Utah, comme tu disais, avec les 2 QB blessés. Ils sont pas au max, mais là, quand tu vois qu'ils sont au max, Oregon State, si on shift un peu notre vue, Oregon State avait presque tout le monde, hein, à quelques exceptions près, mais c'était pas non plus des joueurs, hyper importants. Là, Oregon State, c'est une vraie équipe. C'est une vraie équipe. La défaite contre Washington State, elle a fait mal, mais ça pouvait être facilement top 10, à la fin de la semaine s'ils avaient pas perdu contre Washington State. C'est Et pas faux. aussi, enfin, enfin, c'est ce que vous avez dit, mais la grande conséquence qu'il faut en tirer pour Utah, c'est, putain, mais quand est-ce que Cameron, Rising revient de sa Mais on sait sa toujours pas, en blessure au genou, plus. quoi? On sait Non, on toujours sait pas pas, parce que c'est du day to day, donc on sait Ah, je pas. Et sais là, comme que c'était une question rhétorique, mais ouais, ouais. ouais, et comme je le disais, pour en avoir parlé avec Kevin, ce qui fait chier, c'est que Utah était classé justement, je crois, 10e. Et là, ça commence à vraiment. T'es en train de perdre des points, quoi. T'es vraiment en train de perdre des points. Ouais. Et bah là, tu vois, je regardais un peu sur les actualités. Quand tu tapes Cameron Rising, en gros, le Salt Lake Tribune, il y a 3 semaines, il disait Cameron Rising, il pourrait retourner cette semaine. Il est en day-to-day. Ça fait 3 semaines qu'il est en day-to-day. Ça fait. En fait, ça fait vraiment trop longtemps et je me demande à la fois s'il va jouer cette saison, je pense, hein, de toute façon. Mais c'est surtout à quel. Est-ce qu'ils vont arriver à atteindre le titre le championnat de Pac-12, enfin la finale de la Pac-12 en ayant perdu autant de matchs en intraconférence? Parce que si derrière ils perdent, contre USC ou des équipes comme ça, bah, directement le bilan il va commencer à partir, tu vois? Bon là, ça va, la semaine prochaine, ils jouent California, mais après ils jouent USC Oregon. Il faut que Rising soit revenu avant USC Oregon, sinon s'ils perdent ces 2 matchs-là, c'est clairement, adieu au titre de Pac-12, un titre qu'ils défendent, hein, je le rappelle, depuis 2 années. Donc ça commence à faire beaucoup et je pense que là, mmh, Oregon State a vraiment les armes pour, et puis ils sont bien remis aussi de leur, ouais, défaite la semaine dernière face à Washington State, quoi. Ça, ouais. c'était un événement qui devait arriver, quoi, une performance comme ça. Mais c'est mérité de toute façon, enfin, on savait qu'Oregon State allait faire une belle saison. Maintenant, il y a une différence, et c'est surtout d'autant plus dur pour ces petits programmes que c'est difficile d'être constant, surtout dans une conférence comme la Pac-12 qui est hyper homogène et qui, toutes les semaines peut t'offrir un upset ou, toutes les semaines, pardon, t'offre, des rencontres compliquées, voilà, c'est une bonne chose de fait, pour les Beavers. On va rester, dans l'ouest de l'États-Unis, les gars, avec la Mountain West et bah, qui est meilleure qu'annoncé, hein. Vous vous rappelez et c'était l'avis général, aussi des suiveurs de college football, c'est que la Mountain West était, particulièrement faible, s'annonçait particulièrement faible pour 2023 et ben, en fait, non, c'est pas pas tant le cas que ça. Je dirais même que c'est la Mountain West qui est en pole position pour, obtenir le seul spot, d'équipe du groupe of 5 qualifiée à un bowl du nouvel an. C'est le Cotton Bowl en général, ouais. Avec Fresno State qui est, Ouais, Fresno State, hein, toujours c'est classé dans le top 25, qui, a battu Nevada, même si ça a été un petit peu plus compliqué et Nevada est vraiment éclaté, cette année, hein. Nevada, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Donc voilà, victoire face à Purdue et Arizona State. Il y a aussi UNLV et Wyoming. Alors ça, UNLV, je m'y attendais pas du tout, qui sont en 4-1 avec, chacun une victoire face à une équipe, du Power 5. Pour, UNLV, c'était, Vanderbilt. Alors je me souviens plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et pour Wyoming, la victoire face à Texas Tech. Et en plus, tu as aussi Air Force.
Alors Air Force, hem, c'est bizarre parce que enfin, c'est une académie militaire, quoi. Hem, Pas beaucoup de gens les regardent, ces académies militaires, mais on parle toujours de Navy et Army et Air Force, c'est l'équipe qui marche le mieux maintenant depuis plusieurs saisons. Si je dis pas de bêtises, ils sont en 49-10 là depuis 6 ans. Hem, enfin, 10e victoire d'affilée là pour Air Force. Ils sont à 5-0, meilleur départ, sous l'ère, Troy Calhoun qui est là le coach qui est là depuis 17 ans. Là en plus ils ont battu, San Diego State, 49-10. Ah non, je dis peut-être une bêtise. Non, non, attendez, qu'est-ce que je viens de dire là? Je crois que je me suis trompé. Non, ils ont battu évidemment, Wyoming, ils ont battu San Diego State, 49-10, pardon. Et voilà quoi, Air Force, s'ils continuent comme ça, heu, pourrait, aller titiller, Fresno State et pourquoi pas aller chercher ce dernier spot, pour un bowl du Nouvel An. Alors je trouverais ça incroyable qu'une académie militaire se qualifie à un bowl du Nouvel An. Faudrait voir, je suis pas allé chercher les stats parce que j'y pense que Je vais maintenant, aller regarder mais pendant que tu en parles, quand mais je quand pense pas que ça existe, c'est déjà été fait, hein, ou alors, tu à sais, part à la avant grande époque, Navy quoi. dans les années 40, 30, tout ça. Mais ça serait incroyable que Air Force arrive à, voilà, à garder, ce rythme, toute la saison là, ce petit rythme de croisière et aille aussi loin. Alors, la Mountain West la semaine prochaine, Air Force, comme, San Diego State et UNLV seront en bye week, mais on aura un très, très beau match. C'est le Fresno State Wyoming, 5-0 et 4-1 lors de bilans, respectifs. Ça sera à 2 heures sur la Fox et je crois que je regarderai cette rencontre, hein, match à Laramie, donc dans le Wyoming. Voilà, c'est une conférence hyper intéressante, cette Mountain West. Tu as pas une équipe qui sort du lot, tu en as, 4 qui jouent, le sommet de la conf et ça, c'est super cool. Tu m'interrompras Robin, quand tu, auras trouvé, la dernière fois qu'une équipe, d'une académie militaire est allée à un bowl du Nouvel An. En attendant, on va passer avec Ryan au Baylor UCF. Alors on sait l'amour que tu portes pour Baylor, hem, Pour Dave Aranda plus que enfin pour pour Baylor, ouais, Baylor, plutôt, mais pour Dave Aranda, parce que Dave Aranda et ses joueurs étaient menés 35-7 à la fin du 3e quart-temps et là, ils se sont mangés en fait un ils sont mangés un 29-0 avec, voilà quoi, je vous laisse bah, faire le avec calcul du nombre de touchdowns, ça fait, 4 touchdowns parce qu'il y a aussi une conversion à 2 points, heu et c'est un field goal d'Isaiah Hankins, à 1 minute 21 de la fin du match qui leur a permis de remporter la victoire. franchement, je suis hyper content, surtout que, en fait, je suis arrivé, pour être très honnête, je suis arrivé sur le match, mon lien arrêtait pas de planter, donc je cherchais d'autres liens, tu vois? Et quand je suis arrivé, je suis tombé sur UCF qui menait déjà 14-0, ça m'a complètement dégoûté. J'étais en mode, «Putain, vas-y, j'ai pas trouvé de lien, ça m'a niqué mon début de match». Je déteste ça, tu vois? Donc j'ai dit: «Vas-y, fuck, je passe sur un autre match et je me referai le replay en entier» parce que justement, j'aime bien Baylor, j'aime bien voir les matchs et en fait, au dernier, genre vers le dernier quart-temps, je me suis aperçu de la dinguerie qui était en train de se passer, tu vois? Et hem et donc je t'ai dit, j'aurais bien On a tous eu ce réflexe d'aller sur le match là, quand tout le monde a commencé à tweeter, quand tous les journalistes ont commencé à tweeter que, Baylor faisait une remontada. ouais, ouais, c'est ça, mais après, tu vois, le problème, c'est que moi, à côté de ça, j'avais aussi d'autres matchs à regarder justement, mais donc j'ai pas eu l'occasion encore, tu vois, de me refaire tout le replay et c'est dommage parce que j'aimerais bien, voir à quel moment, en fait, le momentum a vraiment shifté en faveur de Baylor. Mais d'un autre côté, en fait, ce qui m'énerve, c'est de me dire aussi que, une fois de plus, je je vois pas Baylor à son max, en fait, tu vois? Ça manque toujours de talent, ça a pas hyper bien recruté, ça a pas chopé des très bons joueurs sur le portail des transferts et je me dis: «Putain, ça fait chier» parce que quand tu vois que l'équipe est capable d'aller te faire ce genre de remontada, que sur certains matchs, ils sont capables de te sortir des masterclass, défensives et tout, je me dis: «Putain, j'aimerais bien voir cette équipe de Baylor avec plus de talent», tu vois? Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, c'est quelque chose qui revient, justement avec récurrence sur Baylor et sur son programme où justement on en parlait il y a quelques semaines en disant que
qu'Aranda était peut-être un petit peu sur la sellette à cause de son recrutement et des résultats qui étaient un petit peu moyens. Mais au final, moi, c'est à chaque fois ce que je me dis, quoi. C'est putain, j'aimerais bien voir Baylor avec plus de Ouais. talent. Je suis d'accord, je pense que Baylor, ils ont vraiment du mal à recruter, de par le fait qu'ils sont au Texas et qu'au Texas, on a, Texas A&M, Texas et Texas Tech. Je pense qu'ils recrutent même mieux que Baylor. C'est ouais, et même à côté de ça, tu vois, même sur les joueurs un petit peu plus intéressants, mais qui sont un petit peu plus underdog, t'as tous les programmes comme SMU, t'as TCU Ouais, aussi avec leur place en finale l'année dernière, qui est venue encore plus peut-être grappiller des joueurs, que ce soit sur le portail des transferts ou sur le recrutement. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. En mmh plus, derrière, ça te fait un cercle vicieux parce que pour en fait redevenir relevant, il faut que tu gagnes des matchs et avec la manière pour ouais, faire kiffer les médias et te donner encore plus de comment dire de merde de coverage quoi média, tu vois, que les jeunes joueurs te voient encore plus, leur donner envie de venir. Tu sais, il y a ce côté un petit peu les jeunes joueurs, ils aiment bien aller dans des programmes qui gagnent beaucoup, qui sont clinquants et tout. On sait que Dave Aranda, c'est pas le genre de coach comme ça. Lui, c'est plus un petit peu le nerd, tu vois, qui se fout dans ses papiers, qui aime pas avoir justement la lumière sur lui. Donc ça, c'est compliqué. En fait, ça derrière, ça te fait un espèce de cercle vicieux où ça devient encore plus dur de recruter. Vu que c'est plus dur de recruter, t'as peut-être pas forcément les performances qu'il faut. Du coup, ça devient encore plus dur de recruter, etc. Donc ça me fait chier. J'ai une frustration sur ça au niveau de Baylor, ouais, ça m'embête. Et en ouais, plus, c'est ils ont ça. failli perdre. Ouais et Avec l'action là de Tommy McLean, bah, l'action de la semaine, les gars, non? ouais, non, mais alors, attends ça, mais tu vois, on en parlera, je pense qu'on fera un petit segment sur ça, mais tu vois, tu dis: «Ils ont failli perdre cette semaine», mais ils avaient failli aussi gagner contre Utah sur une passe interférence, non sifflée, Ouais, c'est énorme, vrai. Et qui heu, était dégueulasse, hein. qui était dégueulasse, on va pas se mentir. Ils ont failli battre Utah qui était à l'époque, dans le top 15, un truc comme ça, du top Ils 25 étaient après sa 12. victoire contre Florida. Heu, Attention, Baylor, s'ils battent Utah, on parle pas de la même histoire. En fait, là, on est en train de dire: «Ah Baylor, c'est dommage, ils sont sur la bonne voie, mais ils manquent Bon, de après, ils talent». perdent aussi les gars face à Texas State, hein. Je veux bien que Texas State, soit une très belle équipe du Group of Five cette année, ça reste Texas State et face à LYU Brooklyn, ils gagnent Et que ils perdent. 30-7. Et ils prennent une branlée hein, contre Texas State. Hein. Ouais, Vraiment, ils se sont fait allumer. Hein. Ils se sont fait allumer. ouais, ouais. Après, effectivement, tu vois, mais tu as des victoires qui sont un peu comment dire? Qui définissent le reste de la saison et ça se trouve, ils battent Utah, ils prennent pas une branlée contre d'autres équipes, tu vois? Bon après, on est d'accord, hein, attention, il ça manque de talent, je suis d'accord avec toi, mais hem, c'est dommage. Je pense que cette équipe de Baylor, elle est à chaque fois dans des matchs serrés des 2 côtés et des fois elle les perd, des fois elle va les gagner. Heu, je pense que maintenant on peut parler du play de la semaine qui est sans aucun doute peut-être même le play de l'année et c'était un gros QB qui l'avait fait, on aurait dit Iceman Moment tous les jours. Parce que là, les Caleb Oui, Williams, attends, à juste titre, hein. mon petit aparté, hater sur Caleb Williams. Quand tu vois des tweets qu'il est élite parce qu'il a lancé un receveur ouvert où il y avait 15 mètres autour de lui, Le sans problème, c'est personne. les gens qui tweetent, c'est pas Caleb Williams. Non, mais c'est ça, non, mais tu vois, c'est ça. C'est que les gens qui tweetent sur, Caleb Williams parce qu'il est élite, s'il avait fait un play comme ça, là, Twitter perd son slip. Voilà. Mais vas-y, parle-nous du Ah, play, mais je suis Gus. d'accord. Je Fais-nous suis Je suis fais-nous d'accord, je suis d'accord, d'accord. oui. Oui. Ah fais-nous vivre bah, ce play. Tommy McLean, 1 minute 02 à jouer dans le 4e quart-temps. Évidemment, comme on vous l'a dit, Baylor vient de passer devant, 36-35 et en gros, sa poche, collapse un peu, ça devient compliqué et là, tu le vois reculer de combien? Allez, de 20 yards? Un truc dans le genre? Pour Ouais, un facile. plus, hein. De 20 Facile. Facile. yards. Il Facile, ouais. rentre, si je dis pas de bêtises, Il rentre dans sa end zone hein, pendant un moment. c'est ça, il rentre dans sa end zone. Il avance jusqu'à la ligne, de scrimmage et il balance, une passe pour son receveur. Alors je sais pas c'était qui ce receveur, je crois que c'était R.J. Harvey, une passe de 16 yards, alors que, UCF était en 4e et 6 et voilà, il va chercher le first down. Malheureusement après, i il arrive à aller un petit peu plus loin, vous voyez? UCF arrive à aller jusqu'à, je crois que c'était les 41 yards de Baylor si je dis pas de bêtises, mais non! Ah oui, bah non, si c'était,
Ah, mais attendez, Ils sont pas. Là, j'ai le play devant mes yeux. Ils partent des 59 yards 30 le field yards. goal? Ouais, quelque chose comme ça. C'est un des plus longs field goals de. Parce que Colton Boomer a fait gagner UCF à Boise State sur un field goal hyper loin aussi. Et là, Ouais. celui-là, il l'a raté à 59 yards. Et en plus, il l'a bien raté. Ah, moi, j'étais en train de prier pour que ça passe, quoi, pour avoir un moment comme ça. Ouais, bah écoute, le field goal est 59 yards. T'as raison, j'ai le 59 yards là devant les yeux. Juste pour te faire le play, pour vous résumer le play, hein, qu'on parlait de McLean. Le play commence sur les hash marks de gauche, sur les 30 yards, à 1 minute 02 restante. Donc là, il descend de 10 yards. Ensuite, il arrive dans sa end zone pour éviter 3 mecs. Il met un stiff arm à un gars dans la end zone. Il lance pour le receveur, du coup, pour le first down sur les 40 yards. Le receveur, il s'arrête au 42, du coup, à l'intérieur des 42 de UCF, à 43 secondes restantes dans le jeu. C'est-à-dire que le jeu, il a pris 20 secondes, alors que les jeux, ils prennent jamais 20 secondes. C'est énorme d'avoir fait ça, qui en plus, après, ça va set up le field goal justement de 59 yards après quelques jeux après. Donc vraiment grosse performance là de McLean. McLean. Ouais. Mais du coup, j'ai pas suivi le match. John Rhys Plumlee s'est blessé ou pas pourquoi Il s'est blessé la semaine précédente, non? Je crois qu'il s'était blessé la semaine précédente. Ah, Mais j'ai moi, peut-être je pas sais qu'il vu la y a semaine des fans passée. d'UCF qui étaient pas si mécontents. Ils lui Ouais. reprochaient beaucoup de choses. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner pour les Golden Knights. Sinon, est-ce que vous avez un truc à mentionner sur cette semaine? Ah si, la non-présence de Maryland dans le top 25 alors qu'ils viennent d'éclater Indiana. Surtout que c'est Louisville qui prend la place, alors qu'à mon sens, le bilan de Louisville n'est pas à la hauteur de celui de Maryland, ou alors c'est très proche. Purdue qui écrase Illinois 44-19. Jeffrey Mba a fait 0,5 plaquage pour pertes. Quoi d'autre sinon? J'ai vu Oregon qui bat Stanford 42-6. USC Colorado. Ouais, USC Colorado, bon, on n'en a pas parlé parce que je On pense peut en parler juste en une phrase. USC qui laisse ses starters jusqu'à la fin du match, alors que d'autres équipes du top 10 enlèvent leurs starters à la mi-temps. Voilà. Faites sens ce que vous voulez de cette information. Score final. Non, mais ouais, c'est malhonnête de dire ça, alors que en vrai, ils ont failli se faire remonter justement. Donc tu laisses tes titulaires quand t'as qu'une possession d'écart sur le score final. C'est pour ça. Après, on va me vendre une équipe qui est top 10 du pays alors qu'ils laissent leurs starters contre Colorado. Vas-y, attends. Moi, ça me choque pas de laisser tes starters face à Colorado, hein. C'est pas parce que Oregon, vous avez fait un match exceptionnel que ça doit être le cas pour tout le monde. Oh, Gus, c'était la petite balle, le prends pas, c'était gratos. Non, finalement, le score final de USC Colorado, c'est 48-41. USC domine entièrement la première mi-temps, 34-14 à la mi-temps. Il y avait 14-0 à la fin du premier quart. Caleb Williams, il termine avec 403 yards. Et 6 touchdowns. Touchdown, une interception. La défense de. Je sais pas si vous avez regardé le match. Moi, j'ai vu que des extraits parce que j'étais en train de coacher, mais en fait, les extraits qu'on voit sur Twitter de Elite, etc., c'est les mecs qui sont ouverts. Enfin, les receveurs de USC, ils n'avaient pas besoin d'avoir tout le talent du monde pour être ouverts face au DB de Colorado. Voilà, gros match, je pense, en termes. Zéro match, de match vraiment nul de la part des défenses. De toute façon, USC, c'est toujours pareil. Colorado qui a fait une belle remontée. USC qui s'est fait peur. À voir s'ils arrivent. Attention, parce que contre des équipes plus fortes que Colorado, ça risque de faire vraiment mal. Notamment, je pense à USC la semaine prochaine, dans 2 semaines qui affrontent Notre-Dame. Attention au running game de Notre-Dame avec votre running back committee. Ça risque de faire très très mal et la défense de USC risque de se faire malaxer. Sinon, West Virginia qui a sorti un gros upset et j'ai honte de ne pas avoir tweeté là-dessus face à TCU, 24-21 alors que TCU était favori de 13,5 points. West Virginia est en 4-1. Neil Brown aussi faisait partie de ces coachs dont on était
sûr qu'il allait se faire virer très vite. Et là, en fait, c'est plus du tout le cas. Voilà, Neil Brown a cette faculté à sauver ses fesses chaque saison, c'est assez ouf. Et Iowa qui a battu Michigan State. Alors, le résultat du match, ça m'est un peu égal. Oh, si ce n'est que Cooper DeJean, le cornerback blanc, encore une fois à Iowa, a inscrit son 4e touchdown en carrière. Les 4 en pick six, hein, je préfère le préciser. Mais la nouvelle très difficile qu'on vient d'apprendre, c'est que Kane McNamara s'est blessé à la jambe et manquera le reste de la saison. Et ça, c'est vraiment une, Très, un très grosse fait très, perte très pour compliqué pour Iowa. le Et coordinateur Robin, offensif qui va perdre son travail avec ça. je me demande qui est le quarterback on devrait aller voir. Et Ouais. sinon, Georgia Tech qui a mangé alors qu'ils étaient favoris de 21 points, un upset face à Bowling Green, 38-27. Et 38-27, les gars, il y avait 38-14 à la fin du 3e quart-temps. Ça, je crois que c'est la première victoire de l'histoire de Bowling Green face à une équipe de l'ACC. Et ouais, c'est assez inexplicable pour Georgia Tech qui pourtant voilà, fait pas non plus un début de saison dégueulasse. Ils ont battu Wake Forest, ils ont perdu bon, logiquement face à Ole Miss, ils ont perdu de peu face à Louisville qui s'avère être une bonne équipe. Voilà, c'est peut-être l'upset le plus inattendu de la Week 5. Merci les gars d'avoir été là. Ah mais attendez, j'ai oublié les MVP. Vous avez réfléchi à vos T'as MVP? Ouais, t'as moi oublié, t'as, j'ai t'as oublié les MVP et t'as surtout oublié, enfin, t'as pas oublié, on en a parlé très rapidement, mais de Florida Kentucky Oh, on et en a du parlé un coup petit peu on a quand même. ouais, très légèrement, mais du coup ouais, j'ai pas développé sur ce moment-là vu que je pensais que tu comptais y revenir un petit peu après. Non, en plus, Mais j'avais noté un truc sur ma feuille. J'ai dit que Florida à domicile était à 8-2 sous Billy Napier. Enfin, récemment, et à 1-7 à l'extérieur. ouais, ouais, et du coup bah ça va commencer, je pense à tu le sais, hein, Gus, hein, quand on connaît un peu les Gators et l'environnement un peu sulfureux qu'il y a là-bas, il va vraiment commencer à falloir choper des quality wins là pour Napier parce que Ça ça va aller commence à chercher Makelko. ouais, ça commence à chauffer un peu. Je pense que tout doucement, tu vois, doucement mais sûrement, le siège de Billy est en train de commencer à chauffer et je pense que ça pourrait lui faire du bien pour son mandat de choper quelques petites quality wins Ouais. sur la Et, fin de saison. et quid de le coordinateur défensif? En fait, là, j'ai une question. J'ai pas du tout regardé le match Kentucky-Florida. Est-ce que c'est Kentucky qui a vraiment malaxé la D-line de Florida ou alors c'est vraiment Florida qui était mauvais? Bah, quand tu Je, je, cours 329 yards, je pense que pareil, c'est comme je disais tout à l'heure en ouverture avec LSU Ole Miss, je pense que c'est un peu des deux, Rob, Mhm. mais je pense aussi que c'est un jour sans, tout simplement pour la défense de Florida, parce que avant le match, ils étaient classés comme une des solides équipes contre la course, même très solide. Je crois qu'ils étaient dans le top 20 des meilleures défenses du pays contre la course, avant de se faire complètement ouvrir dans tous les sens à la course. Euh, donc oui, tu as le côté Kentucky aime bien aller faire chier les Gators, mais ça explique pas tout. Donc je pense que il y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu des deux. Pour avoir vu le match, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Oui, Kentucky a très bien couru, mais je pense que voilà, dans mmh, les appels de jeu et même dans la façon de jouer, les Gators y étaient juste pas en fait. et j'en profite moi pour donner mon MVP sur cette rencontre parce que Ah, je moi pense que aussi le j'allais. MVP de la semaine ah bah, vas-y Ryan, à toi l'honneur. Ah, non, non, je te laisse parce qu'en plus j'ai même plus son blaze, mais je comptais donner mon MVP offensif justement au running back de Kentucky. Qui Donc s'appelle tu peux y aller. Ray Davis, ancien transfert de Vanderbilt, qui termine la partie, notez-le bien, en 26 portées à 280 yards pour 3 touchdowns. Ça fait à peu près du 11 yards par course. Et aussi une réception pour un touchdown. Donc voilà, petite journée à 289 yards et 4 touchdowns, plus l'upset. Euh, ouais, une belle. Ça, c'est une journée de boulot, comme dirait Mbappé. Et pour toi, Rob? Il l'a sorti. Bah, j'allais aussi le mettre. Du coup, je suis allé regarder bah, vite fait justement quand on avait un peu parlé de la Mountain West. Donc j'ai regardé le résumé de Colorado State Utah State, pardon. Que d'ailleurs vous pouvez retrouver. C'était la première fois que je trouvais les résumés de là-bas. Mais en gros, en fait, sur le site officiel de la Mountain West, vous avez le replay des matchs gratuitement disponible.
directement sur le site officiel de la Mountain West. Je ne sais pas si les matchs sont diffusés en direct, mais en tout cas, c'est gratuit pour les replays en full game et en highlights. Du coup, je me suis un peu maté les highlights puisqu'on était censé parler de la Mountain West. Et en fait, le receveur qui m'a tapé aux yeux, c'est Tory Horton de Colorado State, les Rams, Il est énorme cette année, lui. Ouais. qui a fait une très très grosse saison. Une victoire du coup contre Utah State, avec, je vous le donne dans le mille pour les stats, 10 réceptions, 227 yards à la réception, qui est quand même, c'est pas rien quoi, et 3 TD. Ça fait 22 yards en moyenne à la réception, pour le plus long qui est à 76 yards. Donc je pense un bon petit wide receiver qui fait une super saison. Je crois qu'il y a plus de 500 yards sur sa saison, donc c'est déjà pas mal. Et Ryan, avant que tu donnes ton MVP défensif, faut qu'on mentionne Tolia Tagovailoa, les gars. 5 touchdowns lancés pour 352 yards et un touchdown à la course. Il bat un record des années 90 à Maryland. Lui aussi, il fait un énorme début de saison et voilà, fallait le mentionner. Et aussi par respect pour Elio. Vas-y, Ryan. Oh, t'inquiète, on en avait parlé un petit peu du petit frère Taulier, il me semble, dans un des épisodes ou dans un des 1-2-6, je sais plus. Mais je suis d'accord, moi j'aime bien Tolia et oui, c'est important de le préciser d'ailleurs. T'en as parlé très rapidement, mais ouais, effectivement, c'est un peu un scandale que Maryland ne soit pas dans le top 25. Pour mon MVP défensif, je pense que je vais vraiment vous prendre à contre-pied en nommant les défenses du match LSU Ole Miss, parce que quand même 1300 yards à eux2, à L2 plutôt, c'est quand même une sacrée performance. Je vous verrai pas ça tous les jours. Il y a des QB en NFL et même dans le college football qui font pas 1300 yards en une saison. Là, en un match, vous avez les deux défenses qui vous le permettent. Je compte même plus les points parce que ça se finit à 55-49. On aura plus de 100 points, 1300, 1400 yards. Je pense que voilà, c'est un bon MVP défensif. C'est pas mal. C'est faire. Non, mais après, blague à part, MVP défensif, je pense que je mets le middle linebacker de Oregon State des Beavers. Il a un nom composé là. À chaque fois, il me fait taper une barre son nom. Je sais pas si toi, Robin, tu l'as, mais il a été partout contre Utah et il a aidé à vraiment mettre la main sur ce match et plus jamais le lâcher. Donc, général de la défense des Beavers, quand on voit comment c'est coaché, quand on voit la très bonne défense des Beavers, ça sera mon MVP défensif. C'est Easton Mascarenas Arnold, je regardais en même temps. À chaque fois, ça. À vos souhaits, à vos Ça marche souhaits. chaque fois. Le Mascarenas Arnold, il me détruit. Qui nous fait 5 plaquages solo, un sac, un tacle pour perte. Donc qui a fait un très très beau match. Ouais, 5 solos et je crois au total, il passe les 10 ou 11 plaquages au total. Non, il a donc, 9 plaquages. 9, voilà. Bon, ça va, franchement, bon c'est un match très correct de sa part. Voilà, une belle défense. Bref, merci à tous de nous avoir écoutés et merci à vous deux d'avoir été là pour discuter de cette Week 5. On se donne rendez-vous samedi prochain pour le 1-2-6 de la Week 6 Et mercredi. avec des gros matchs, le Red River Showdown notamment, et je crois que notamment il y aura aussi des belles rencontres en SEC et dans d'autres conférences. Comme vous le savez, on suit tout ça aussi sur Twitter de 18h à 5h du matin. Et voilà, salut à tous. Attends, Augustin, on se retrouve également mercredi. Oui, et mercredi pour un le live, mais je ferai la promo demain. Mercredi C'est soir. ça. Ok. C'est Bon. ça. Bisous à tous. Bisous tout le monde. Salut Robin, salut Ryan. Salut à tous. Ciao.